Bonjour les happy chiots et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reçois beaucoup de questions sur quel livre il faut lire, par quoi tu as commencé, etc. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo où je vais vous donner les premiers livres que j'ai lus pendant mes investissements immobiliers dans le commencement de l'aventure. Alors, le premier qui est un basique qu'il faut avoir, ça va être Père riche, Père pauvre. Donc, c'est un des premiers livres qui va vous poser en fait les bases de l'éducation financière. Donc, sur ce livre-là, dans ce livre-là, en fait, on va parler de notion de rat race. On a tous notre propre définition de la rat race. Quand je pose la question à plusieurs personnes, on va tous avoir la notion de rat race. Concrètement, qu'est-ce que c'est? On va dire en traduction, c'est course de rat, je pense. Donc du coup, concrètement, ça va être un rat qui va courir dans sa petite roue, et il court, mais il fait du surplace. Un peu comme notre vie quand on fait du métro, boulot, dodo, et que concrètement, on n'avance pas. Parce que on court après quelque chose qui s'épuise, etc., etc. Donc là, ça va être la première notion qui va être abordée, c'est la notion de rat race. Et on a chacun notre propre définition de la rat race. La seconde des choses qui va être abordée dans ce livre, qui est très importante, ça va être les bases en fait de l'investissement. Donc c'est-à-dire à savoir qu'est-ce qu'un actif, qu'est-ce qu'un passif. C'est très simple. Un actif, c'est ce qui va mettre de l'argent dans votre poche et le passif, c'est ce qui va faire sortir de l'argent de votre poche. Maintenant, c'est pas aussi simple dans la vie parce qu'il y a des choses qui peuvent rentrer dans l'actif mais qui peuvent aussi devenir un passif et d'autres qui peuvent être un passif et devenir un actif. Je prends l'exemple de la voiture. Si on s'achète une super belle voiture, on sait que c'est un petit gouffre financier et que ça va nous demander de l'argent, de l'entretien, etc. Et que concrètement, c'est un passif. Ne serait-ce que quand vous la sortez de chez le concessionnaire, elle perd déjà pas mal de sa valeur. Alors que si vous êtes chauffeur Uber ou je ne sais quoi, ça reste un actif parce que c'est votre outil de travail et c'est ce qui va vous faire rentrer de l'argent. Donc voilà, ou si vous achetez une voiture de collection, généralement dans le temps, elle vaut de l'argent. Donc c'est un actif. Donc ça va dépendre, il y a des choses qui vont rentrer dans l'actif, dans le passif. Mais si on regarde avec bon sens, en général, on sait ce qui rentre dans l'actif et ce qui rentre dans le passif. Et c'est très simple, c'est l'argent qui va rentrer dans votre poche, l'actif, qui va vous apporter de la valeur. Et le passif, c'est ce qui a une perte de valeur et qui va surtout vous faire perdre de l'argent tous les mois et chaque année. D'accord ? Donc en termes d'actifs et passifs, et dans ce livre, en fait, il parle de ses deux pères, donc de son père biologique, qui est une personne qui a réussi son éducation, on va dire, au niveau de l'école. C'est un doctorant, c'est un grand professeur, et donc il va lui apprendre les basiques, on va dire, ce qu'on nous demande de faire, à savoir bien travailler à l'école pour avoir un bon job. Donc ça va être ce que va lui apprendre son papa biologique. Et ensuite, son second père, qui est le père d'un de ses amis, son père de cœur, et son second père, c'est une personne qui n'a pas dépassé la 4e, mais qui a une éducation financière et qui va lui apprendre concrètement, tout simplement, qui va l'éduquer financièrement. Et il va lui apprendre à ne pas échanger son temps contre de l'argent parce que notre temps est limité et c'est la seule ressource qu'on a qui est limitée et que du coup c'est beaucoup plus précieux que tout l'argent qu'on pourrait nous donner en échange. Donc dans le fameux cercle de la rat race et du salariat en général. Donc voilà, ça c'est le premier livre pour les bases au niveau des bases financières. Ensuite,
Il y a de nombreux livres dans l'immobilier que je n'ai plus, là par exemple Les Secrets de l'immobilier qui est un très très bon livre, mais je vais vous donner quelques livres que j'ai lus au tout début. Généralement les livres qu'on a dans l'immobilier, ça va être des livres sur les parcours personnels de chacune des personnes. Bon, ce livre je l'ai sélectionné, on va dire c'est pour mon côté girl power. Mon côté, du coup, comme c'est une femme, je le sélectionne. Donc, c'est Elise Frank. Et bon, malgré le titre qui est un peu… voilà. Mais sinon, sur ce livre-là, en fait, ce qui est important et ce que j'ai relevé, ça va être l'importance de la décoration, du homestaging, de la réno, etc. Et donc, elle a compris l'importance de ces stratégies-là pour pouvoir optimiser et apporter de la valeur à votre bien. Bien sûr, il y a d'autres points qui sont évoqués, mais c'est celui que je retiens de ce livre-là. Et c'est surtout parce que c'est une femme. Voilà, Elise Frank. Ensuite, il y a Goulwen Tristan. Alors, Goulwen Tristan, donc son livre, c'est Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions. On l'appelle le pompier millionnaire. Donc, concrètement, dans ce livre, ce que je retiens, ça va être tous les points hyper importants qu'il souligne, qui sont sur les cautions bancaires. Donc, de bien faire la différence entre les organismes de caution bancaire et tout ce qui est hypothèque, PPD, etc. Donc là, ça va être hyper important si vous voulez connaître tout ce qui est cautionnement bancaire. Donc ce livre était intéressant sur ce point-là. Et donc du coup, c'est pour ça que je le sélectionne. Ça faisait partie d'un des premiers livres que j'ai lu. Et aussi, j'ai eu un déclic aussi dans ce livre-là parce qu'il parle d'achat d'immeubles de rapport. Et à l'époque, je ne pensais pas que c'était possible d'acheter des immeubles. Donc du coup, c'est vraiment sur ces deux points-là que j'ai sélectionné ce livre-là. Je vous ferai une vidéo prochainement sur le cautionnement bancaire qui va être énorme, plein de pépites. Ensuite, un livre que j'ai sélectionné, c'est aussi celui de Raphaël Carteni. Donc, c'est Des bancs de la fac à l'indépendance financière. Alors, pourquoi je l'ai sélectionné? Ça va être surtout pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'immobilier. Je conseille de lire ce livre. En plus, Raphaël Carteni, j'aime beaucoup la personne. C'est le premier séminaire que j'ai fait, c'est celui de Raphaël Carteni. Et je l'ai trouvé hyper intéressant. Donc du coup, parce que c'est un jeune, c'est un touche-à-tout. Donc à la fois en immobilier, à la fois en bourse, à la fois en crypto-monnaie, etc. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Il est hyper smart comme jeune garçon. Et pour tous les jeunes qui souhaitent se lancer, il parle de la puissance du prêt étudiant quand c'est bien utilisé. Donc ça, je le conseille pour les petits jeunes qui veulent se lancer. Donc ça va être bon pour la partie immobilière. Après, pour moi, ce qui est le plus important en fait, avant tout ça, ça va être de pouvoir travailler son mindset. Alors là-dessus, en termes de mindset, alors c'est pas ce livre-là, mais c'est le livre de Malika Oufkir qui est La prisonnière. Là, celui-ci, c'est L'étrangère. Moi, j'ai l'habitude de donner mes livres, donc je ne les garde pas dans une bibliothèque. J'aime bien partager et du coup faire voyager les connaissances. Donc du coup, il me reste que celui-ci, mais c'est La prisonnière. Et pourquoi je parle de celui-ci? Malika Oufkir, en fait, c'est la fille du général Oufkir. Donc, comme vous le savez, je suis d'origine marocaine. Et en fait, ça va parler un petit peu de l'histoire du Maroc et de l'époque du coup d'État, orchestré ou pas, je ne sais pas, mais par le général Oufkir et les généraux au Maroc. Et en fait, elle parle en fait de son passé, du moment où elle a été du coup arrêtée, où sa famille a été arrêtée pour trahison. Et elle parle en fait de comment elle a survécu grâce à son mindset à la prison. Et
et pour moi, c'est un livre que je mets quand même dans la sélection parce que je trouve que c'est hyper important de savoir ne pas voir que le côté noir des choses, le verre à moitié vide, etc. Vraiment d'essayer de trouver un mindset et une force intérieure. J'avais ça la force du désespoir. Et du coup, c'est là où vous allez pouvoir ne plus vous arrêter parce que rien ne pourra vous arrêter, n'importe quel obstacle sera surmontable. Donc voilà, ça c'est plutôt pour le côté mindset. Bon, ça reste une nana, mais c'est pas le côté girl power qui m'a fait choisir celui-ci. Et donc voilà, celui-ci hyper intéressant. Après, aussi Pierre Rabhi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Vous pouvez le découvrir soit en lisant ses livres, soit aussi par une vidéo TEDx qui est hyper puissante. Et dans sa vidéo, il compare en fait la vie d'un homme moderne à la vie d'un prisonnier qui est dans un cadre, dans une boîte non-stop. Donc où il explique qu'au début de notre vie, notre éducation, on va à l'école, à la fac, etc. Donc on reste dans des bahuts, une boîte. Ensuite, si on travaille bien, du coup on a un emploi, waouh, on a la chance d'avoir un CDI et on va travailler pour une boîte. Et le moment où on a envie de s'amuser, on va aller sortir, danser, chanter dans une boîte. Et donc il explique en fait ce cheminement où on passe de boîte en boîte et qu'au final, on finit dans une ultime boîte que vous connaissez, entre 4 planches sous terre. Donc, voilà, c'est vraiment, je l'aime beaucoup. Celui-ci, comme livre, c'est vers la sobriété heureuse. Mais sinon, il en a énormément et la vidéo TEDx, elle est super inspirante. Donc, je vous conseille de la voir. Ça rappelle bien en fait l'expression anglaise think outside the box. L'accent anglais, c'est cadeau, c'est pour vous. Alors ensuite, je sélectionne aussi ce livre-là qui est L'art subtil de s'en foutre. L'art subtil de s'en foutre, on nous demande toujours d'être parfait, de toujours tout bien faire, etc. Et parfois, en fait, c'est pas possible. On est juste des êtres humains, des êtres imparfaits, on fait des erreurs. Et ça, il faut aussi apprendre à vivre avec, en avoir conscience. Il y a une expression qui dit il ne faut pas attendre que la pluie passe, mais il faut apprendre à danser sous la pluie. Ça reflète bien en fait l'idée de ce livre-là. Donc, je vous conseille L'art subtil de s'en foutre. Donc, le dernier livre que je vous conseille de lire aussi, c'est Influence et manipulation. Je préfère le titre anglais qui est Psychology of Persuasion. L'accent anglais, c'est cadeau, c'est pour vous. Donc du coup, dans ce livre, vous allez avoir 6 principes qui sont hyper intéressants dans la négociation et que vous pouvez utiliser, que vous soyez vendeur pour connaître les stratégies pour pouvoir négocier ou que vous soyez acheteur pour pouvoir justement éviter de tomber dans toutes ces stratégies-là et comprendre beaucoup mieux votre interlocuteur. Donc, le premier principe, ça va être la réciprocité. Alors, généralement, on se sent obligé de donner quand on nous a donné un cadeau. Je m'explique. Généralement, quand on va dans des foires, par exemple, on va nous proposer des plateaux de dégustation, des choses comme ça. Et comme la personne a été sympa, souriante, gentille, nous a offert une dégustation, on se sent obligé, la majorité des personnes se sentent obligées d'acheter quelque chose en retour. On le retrouve aussi, il y a une étude qui a été menée sur les pourboires qu'on donne, qu'on laisse. Et si un serveur venait laisser la note avec un bonbon, il y avait 3% de pourboire qui était donné en plus.
Si la personne revient avec un second bonbon, c'était 14% en plus de pourboire. Et si la personne revenait avec ce même deuxième bonbon, mais qui disait ce bonbon-là est pour vous, donc là, c'était 23% de pourboire en plus. Donc la conclusion, c'est de donner en premier, que ça soit inattendu et personnalisé. Le second principe, ça va être l'engagement et la cohérence. On a besoin d'être cohérent avec ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait dans le passé. Donc par exemple, les parieurs, il y a une étude qui a été menée sur les parieurs hippiques et les parieurs hippiques, avant de parier sur un cheval, il y avait à peu près 30% de doute avant le pari. Après le pari, c'était 30% de confiance en plus, 30% de confiance parce que la personne va se persuader qu'elle a fait le bon choix et à ce moment-là, si on lui pose la question, elle est convaincue, elle est intimement convaincue que son cheval va gagner. Et c'est la même chose qu'on retrouve aussi dans les centres médicaux où là, on va voir qu'il y a un engagement fort à partir du moment où le patient note lui-même son rendez-vous. S'il a noté son rendez-vous, au lieu que ce soit la secrétaire qui note le rendez-vous dans un bout de papier, la personne avait, on a vu qu'il y avait moins 18% d'annulation. Donc, la personne a besoin d'être cohérente et de tenir ses engagements par rapport à ce qu'elle a dit ou fait dans le passé. Donc ça va être le deuxième point. Le troisième point, ça va être la preuve sociale. En général, on va faire notre choix par rapport, en réaction en fait, à ce qu'ont fait les autres. Il y a dans plusieurs hôtels, vous allez voir par exemple, il y a des pancartes, réutilisez vos serviettes, etc. Il y a une étude qui a été menée que si il y avait une pancarte en disant c'est bon pour l'environnement, ça fonctionnait beaucoup moins qu'une pancarte qui disait X% de clients de cet hôtel ont réutilisé ces serviettes. Et là où c'était encore plus fort, c'était si dans cette pancarte, il y avait marqué, donc s'il était inscrit X% de cette chambre ont réutilisé ces serviettes. Donc ça va être une des études. Il y a une autre étude aussi sur les enfants qui ont la phobie des chiens. En fait, si on les laissait pendant 20 minutes regarder une vidéo où il y avait pas mal d'enfants, non pas un, deux, on a tenté avec un seul enfant, deux enfants, plusieurs enfants, jouer avec des chiens et les montrer qu'ils sont heureux, montrer qu'ils n'ont pas peur des chiens, que ça leur procure du plaisir et qu'ils sont super bien. 70% d'entre eux, un mois après, se sentaient capables d'aller vers un chien et avaient beaucoup moins peur. Donc la conclusion, c'est que si c'est des personnes similaires, si c'est un grand nombre de personnes, dans ces cas-là, on se sent beaucoup plus rassuré. Ensuite, la quatrième des choses, ça va être la sympathie. Donc la sympathie, il y a une étude qui a été menée tout simplement où il y a deux groupes d'étudiants. Les deux groupes d'étudiants ont besoin de négocier des accords. Il y a un premier groupe qui se dit « time is money » où ils se disent « bon, l'argent, le temps c'est de l'argent, on va passer aux négociations directement ». Et donc ils arrivaient à avoir certains accords, à signer certains accords, mais ce n'était pas là où il y avait le plus grand pourcentage de réussite. Et il y a un groupe d'étudiants qui ont commencé en fait les négociations par des échanges sur leur vie personnelle, où ils échangeaient sur leur plaisir, leur hobby, et là, ils arrivaient à trouver des points communs, des similitudes, et à la suite de ça, il y avait beaucoup plus d'accords qui étaient signés. Donc la conclusion dans tout ça, c'est que dès qu'il y a un capital sympathie et qu'on arrive à se
voir en l'autre et qu'on a des points communs, dans ces cas-là, on arrive plus facilement à négocier et arriver à des accords. Le 5e point, ça va être l'autorité. L'autorité, on se fie généralement à l'avis d'un expert reconnu. Généralement, quand un médecin nous donne un avis ou des choses comme ça, le fait qu'il soit diplômé, ça lui donne en fait le pouvoir d'un expert. Il y a une étude qui a été menée sur une agence immobilière et en fait, ils ont mis en place une secrétaire qui filtrait un petit peu les appels, qui vantait les mérites des commerciaux, des agents avant de les passer au téléphone, donc était l'intermédiaire. Et en fait, on a vu qu'il y avait 20% de rendez-vous en plus et 30% de contrats signés en plus, juste en vantant les mérites de la personne avant de les passer. Exemple, oui, vous souhaitez avoir Marie? Oui, bien sûr. Marie, elle est super, elle a 15 ans d'expérience dans le quartier, elle a fait X ventes, etc. Bon, je vous la passe. Vous voulez avoir Jean? Super, il connaît très très bien le quartier, il a trouvé des locations à de nombreuses familles, etc., etc. Donc, juste en vantant les mérites de la personne avant de la passer au téléphone, il y a eu une explosion au niveau des mandats qui ont été signés. Et enfin, le 6e principe, ça va être la rareté. Il y a eu l'exemple de British Airways en 2003 qui a annoncé l'arrêt de ses vols entre Londres et New York. Et dès le lendemain, ils ont constaté en fait une augmentation, une explosion des ventes, alors que c'était complètement faux. C'était une simple manipulation. Donc voilà, ça c'est les 6 principes que vous allez retrouver dans ce livre. Donc j'ai essayé de vous les dégrossir, mais c'est vraiment un livre qui est hyper puissant en négociation et hyper intéressant. Donc formez-vous, formez-vous, formez-vous. C'est une chose que je vous répète assez souvent. Là, c'est vraiment, on va dire, une petite sélection de livres. Il y a aussi les 4 accords Toltec, il y a l'autoroute du millionnaire, il y a la magie de voir grand, il y en a tellement de livres. Donc, formez-vous, que ce soit via les livres, que ce soit via les séminaires, via les formations. Il y a une citation qui dit « Vis comme si tu devais mourir demain ». Et apprends comme si tu devais vivre pour toujours. Donc, mettez-la en application, vivez à fond, mais apprenez. Le capital apprentissage est très, très, très important. Donc, si vous voulez retrouver ma formation, vous aurez le lien dans la description en bas de la vidéo. Et je vous invite du coup à cliquer, à vous inscrire et je vais vous donner toutes les clés pour investir étape par étape dans l'immobilier, investir en masse et vivre de ces rentes immobilières. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle journée.